la une de ce journal. Dans le domaine sportif, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations a été présentée officiellement au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Et puis, nous irons à Bouaké pour parler de l'histoire inspirante de Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision qui fascine la jeunesse. C'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Contribution de Géomatos en Côte d'Ivoire dans le déploiement de l'innovation géospatiale durant la décennie passée et perspectives pour le futur. C'est le thème qui a ouvert les échanges entre géomètres experts, autorités et participants à l'occasion de la cérémonie de commémoration des 10 ans d'existence de Géomatos en Côte d'Ivoire. Tous sont unanimes du progrès réalisé par Géomatos dans la distribution de solutions géospatiales. Lizzie Yao nous commente le reportage de Valentin Kra. Géomatos Holding Group a 10 ans aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est une journée de témoignage sur sa contribution dans le cadre du déploiement de l'innovation géospatiale durant la décennie passée et ses perspectives pour le futur. Ce panel qui réunit géomètres experts, autorités et participants en est la preuve. 10 années au service du développement économique du pays à travers des solutions géospatiales. 10 années aux côtés du secteur public, collectivités territoriales, services de l'État, institutions et du secteur privé, cabinets de géomètres qui sont tous convaincus des solutions de Géomatos. Des solutions qui allient fourniture géospatiale de qualité, mais aussi accompagnement et maintenance. Côte d'Ivoire, c'est un pays vaste qui va nécessiter et qui va développer des infrastructures incroyables partout dans le pays. Et donc, nous aurons besoin de digitalisation, du tout digital pour pouvoir accompagner ce développement. Ils ont pu avoir une part de marché très important en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en termes d'innovation, chaque fois qu'il y a l'événement qui se tient, il y a des nouveaux produits qui sont présentés. Et avant de présenter eux-mêmes, à leur tour, ils testent sur le terrain pour voir les avantages et les inconvénients. Et puis, ils ont la capacité de donner des conseils, de conseiller les experts. Les acteurs qui ont pu collaborer durant ce temps avec cette entreprise en termes de commercialisation d'appareils topographiques, de GPS, GNSS, de stations totales et de drones, on peut se rendre compte que Géomatos a rempli son cahier de charge. Notons que Géomatos Holding Group est une succursale de Géomatos France, implantée en Côte d'Ivoire depuis plus de 10 ans. Elle s'est imposée sur tout le continent africain grâce à son professionnalisme et sa réactivité depuis sa plateforme à Abidjan. Intéressons-nous au domaine sportif dans ce journal. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a été le théâtre d'un événement majeur ce vendredi. Il s'agit de la présentation officielle de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cette cérémonie a été marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde sportif et politique ivoirien. Akwaba, un éléphant symbolisant l'emblème de la Côte d'Ivoire, est la mascotte de la CAN en terre ivoirienne. Le compte rendu de Diane Kablancan et Tima Traoré. La salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire était remplie de personnalités, de dignitaires sportifs, africains et d'invités spéciaux venus assister à cet événement très attendu. Le moment tant attendu est arrivé, le dévoilement de la mascotte. Un suspense insoutenable régnait dans la salle, alors qu'un spectacle captivant était sur scène, dévoilant progressivement la silhouette mystérieuse de la mascotte. Et puis, sous les acclamations du public, la mascotte est apparue sur scène, baptisée Akwaba. La mascotte représente un éléphant énergétique, symbole de l'emblème national de Côte d'Ivoire. Son portrait. On vous laisse encore quelques minutes pour immortaliser l'instant avant que nous nous donnions
Aujourd'hui, avec la cérémonie de dévoilement de la mascotte, nous venons de franchir une autre étape importante de l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, que notre pays accueillera, il faut le rappeler, du 13 janvier au 11 février 2024. Nous venons de le constater. Akwaba, notre personnage, notre éléphant en jette. D'abord par l'ambiance générale qu'il dégage. Ensuite, de par sa posture de calme détermination. Son regard est franc, comme vous avez pu le constater. Sa trempe levée, au-dessus des défenses dressées, juste ce qu'il faut pour dissuader l'imprudent. Sa patte avancée se cale sur le ballon comme pour calmer le jeu et mieux le relancer. La chaleur des couleurs soutient la bonhomie ludique du personnage qui affiche une sympathie des plus conviviales. Tout en disant à Akwaba, à notre mascotte qui s'appelle Akwaba, comment ne pas noter l'évidence de son immersion dans les thématiques des poids à peser l'or, du cacao et du pain tissé. Des emblèmes économiques et culturels de la Côte d'Ivoire. Akwaba était habillé aux couleurs vives du drapeau ivoirien avec des motifs tribaux et des éléments artistiques traditionnels du pays. Sa présence a immédiatement suscité l'admiration et l'engouement parmi le public. Et je suis vraiment content parce que faut dire que je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment surpris de constater cela. Voilà. Cette cérémonie de présentation de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a été un franc succès, annonçant un tournoi mémorable à venir sur les terrains ivoiriens. Les supporters sont désormais plus impatients que jamais de soutenir leur équipe favorite et de vivre la passion du football africain. Une note de l'enseignement supérieur. L'université Nangui Abrogwa a initié un atelier de validation de sa politique genre dans le cadre du contrat de performance ce vendredi 7 juillet 2023. L'objectif est de promouvoir l'égalité des sexes et l'inclusion sociale à l'université. Michel Brou et Doumbia Ayouba nous en parlent. C'est un document de 89 pages qui a été le support de la présentation réalisée par Kwasi Koné Valérie, recruté pour son élaboration lors de l'atelier de validation de la cellule genre de l'université Nangui Abrogwa. Une séance de travail à laquelle ont pris part les responsables de l'administration de l'université, les étudiants et le corps enseignant. La consultante a souligné son importance pour la promotion de l'égalité des sexes. Toutefois, la consultante et le représentant du président de l'université Nangui Abrogwa ont exhorté toutes les parties prenantes à s'approprier le contenu et à le mettre en pratique. Notre prière, c'est que cette politique-là soit vraiment vulgarisée, soit connue à la fois par tous les enseignants, par les PAT et surtout par les étudiants, pour que sa mise en œuvre soit vraiment facile. Et il faudrait que chacun se sente responsable de ce document-là et pouvoir participer à le mettre en pratique. La politique genre, ce n'est pas une question de promotion uniquement de la femme, c'est une question de développement. Et ce développement ne peut pas se faire sans les acteurs clés d'une partie des acteurs clés de notre université. Et c'est pour cela que cette vision-là, elle est vraiment affichée et nous souhaitons vraiment qu'elle arrive à son terme et qu'elle marche. La politique genre de l'université Nangui Abrogwa a été mise en place le 29 juin 2021. Le document de la politique genre, adopté par l'Assemblée, sera mis à la disposition des autres universités. Rendons-nous dans la ville balnéaire de San Pedro où le CAFOP supérieur a initié la journée du mérite et de l'excellence couplée du baptême de la 7e promotion des élèves maîtres. Occasion pour les responsables de la communauté éducative de San Pedro d'inviter les futurs maîtres au travail bien fait. Eunice Bogou nous commente le reportage de Abel Kwao. Des enseignants du préscolaire et du primaire public de la ville de San Pedro. Ce jour, c'est la passation de flambeau de la promotion 2023 sortante à la nouvelle. Le président de la promotion sortante, Roch Bossé, a passé le flambeau à la 8e promotion conduite par son président, l'élève maître Diabaté Aboubakar.
Puis vient le moment du baptême de la 7e promotion sortante des élèves maîtres du CAFOP de San Pedro. Ce baptême était couplé à la journée du mérite célébrée chaque année. Au terme des 2 années de formation en CAFOP, nous sommes outillés pour servir valablement l'État de Côte d'Ivoire partout où nous serons affectés. À nos cadets, nous leur dirons de pouvoir tenir bon. La formation en CAFOP, elle est beaucoup difficile, mais il faut persévérer. Le directeur du CAFOP supérieur de San Pedro a donné des conseils aux futurs maîtres. Il les a invités au travail bien fait. Vous venez de recevoir à travers cette formation les rudiments d'un métier qui mettra à contribution votre esprit et votre âme. Par conséquent, il vous appartiendra de les consolider, de les enrichir en développant chaque jour une soif inaltérable du goût du travail. Le sous-directeur des affaires financières au ministère de la Santé, représentant le parrain de cette promotion, demande à ses filleuls de travailler dans la loyauté, la solidarité, car au bout de l'effort, il y a le succès. J'ai foi et j'ai bonne foi. L'enseignement actuellement évolue. Et je sais que ces élèves maîtres qui viennent de sortir, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Rappelons que le CAFOP supérieur de San Pedro a ouvert ses portes en 2015. Depuis son ouverture, le CAFOP de San Pedro a formé 3419 maîtres, dont 1663 femmes. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, un outil biométrique ABS destiné au suivi des effectifs des élèves affectés par l'État dans les établissements du privé a fait l'objet d'une formation des acteurs du système scolaire, des directions régionales et départementales. Cette formation permettra de mieux impliquer ces acteurs du secteur de l'éducation nationale dans le suivi et le contrôle des effectifs avec la remontée des données de pointage des établissements privés aux serveurs ABS. Le contrôle biométrique constitue un enjeu majeur à la fois pour les gouvernants et pour les populations car il va permettre à l'État de contrôler l'effectif des élèves affectés dans les établissements privés, mais permet aussi de savoir si les élèves affectés vont au cours et permet de gérer les élèves dans leur édition de bulletins scolaires. Donc il permet à l'État de payer la bonne dette. Il permet aux fondateurs de savoir combien d'élèves affectés dans son école sont présents chaque jour et combien ne sont pas présents. Il permet aussi aux fondateurs de savoir combien l'État doit pouvoir leur donner comme rémunération. Un logiciel qui est important pour l'État de Côte d'Ivoire car il vise à remplacer le contrôle de présence physique des élèves affectés de l'État dans les établissements privés et permet à l'État de payer la juste dette. Justement, ce projet géré par l'opérateur ABS est important pour nous parce que si un élève a fait son inscription à la rentrée scolaire en septembre, il faudrait qu'en décembre de la même année, il soit encore en formation dans l'établissement. Et ce système permettra justement de capter l'effectivité de la présence des élèves dans l'établissement. C'est en cela que justement ce processus est important pour le ministère pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse payer la dette juste aux opérateurs des écoles privées. À la fin de la formation, chaque directeur a reçu les kits d'installation de ce logiciel. C'était un reportage signé Charles Kouakou et commenté par Pierre Tebeu. Rendons-nous à Danané. Le comité de gestion et de protection de la réserve naturelle du Monemba a tenu récemment sa première session de l'année 2023. Au cours de cette session, le financement des projets au profit des populations riveraines du parc, le bilan des activités de l'année 2022 et l'état d'avancement des mesures correctives débattues. Le récit de Théodore Kanga. Le massif des Monemba, site frontalier entre la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria, a un statut spécial de réserve naturelle. Le comité de gestion de cette réserve s'est réuni le 21 juin dernier pour plancher sur sa préservation, présenter l'état d'avancement des mesures correctives, mais et surtout initier des projets en faveur des populations riveraines. Je note avec beaucoup de satisfaction que le taux
de rencontre de certaines espèces ne fait que augmenter depuis 2018. Les indicateurs d'agression sont en baisse constante. La synergie d'action nécessaire entre les trois pays est absolument indispensable. Parce que si chaque pays mène, j'allais dire individuellement, ses actions, elles perdent en efficacité. Je voudrais féliciter encore et remercier les membres du CGL. La partie Côte d'Ivoire se porte bien, vu l'engagement des populations de 7 villages autour de la réserve naturelle. Nous voyons déjà que ça a déjà influé, parce qu'il y a aujourd'hui des annonces qui sont très belles et bien, que nous venons d'attendre concernant les projets qui sont en cours pour le développement. Et je vois que vraiment c'est le fruit de ce que nous faisons, comme la conservation là, qui va avoir ce fruit. Et maintenant je suis très content parce que au sortir de cette formation, de cette réunion, je vais tenir informer encore ma communauté que vraiment il est bien de conserver la réserve du Mont Nemba parce qu'on va bénéficier de beaucoup de choses. Pour rappel, le programme d'appui à la préservation des écosystèmes forestiers du Mont Nemba est financé par l'Union européenne. À Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, a rencontré récemment les jeunes leaders de la ville. Au cœur des échanges, l'unique femme titulaire d'une chaire UNESCO en Côte d'Ivoire a présenté son histoire inspirante aux jeunes à travers son œuvre Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. À cette occasion, sa chaire UNESCO a lancé la 3e phase du compendium Focus Jeunes. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo. Entre les lignes de son œuvre, Euphrasie Kwasi Yao se veut inspirante pour le lecteur. Pour celle qu'on n'attendait pas au sommet, c'est une légende personnelle que l'unique femme titulaire de chaire UNESCO de Côte d'Ivoire a co-signé dans cet ouvrage. Dans son face-à-face avec les jeunes leaders de Boaké, elle a ouvert son cœur de femme pour leur dire de croire que tout est possible quand on est animé d'abnégation à toute preuve. Que les jeunes puissent se faire confiance, qu'ils puissent travailler avec amour, qu'ils sachent saisir les opportunités et surtout qu'ils développent des capacités de résilience. En prenant mon exemple, en tant que femme, aujourd'hui leader, connue partout dans le monde, je voudrais vraiment que les jeunes sachent que tout n'a pas été rose. Avec les ambitions de Madame la ministre, il n'y a pas eu de limite dans la quête en fait de ces projets. Elle s'est permise en même temps d'être mère au foyer, mais également de pouvoir atteindre les différents objectifs qu'elle s'est fixés à travers la promotion du genre, surtout de la gente féminine. À cette cérémonie de conditionnement des jeunes à être de bons leaders et des modèles, la coordinatrice du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire avait à ses côtés le ministre Amadou Koné des Transports. Lui aussi a demandé aux jeunes de croire en l'avenir, où les seules compétences leur permettront de se démarquer dans ce monde plein d'opportunités. Sachez que vous avez une grande chance d'avoir compris que seules les compétences feront la différence dans les domaines socio-économiques et socio-professionnels. Signifiant que cet atelier de formation de Boaké a été l'occasion pour le COCOFSI de lancer au plan national et international la phase 3 du Compédium Focus Jeunes qui vise à faire valoir leurs compétences et à prôner l'égalité des chances entre jeunes filles et garçons. Les pluies diluviennes enregistrées ces dernières semaines en Côte d'Ivoire ont des conséquences fâcheuses sur la vie des populations. À Aboisseau, plusieurs quartiers de la ville sont sous les eaux. Autorités administratives et politiques tentent d'apporter secours et réconfort aux sinistrés. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux. Suivez. Il ne s'agit pas de l'océan Atlantique, mais bien du Labia, dont les eaux montent depuis plusieurs jours à Aboisseau. Conséquence, des inondations dans des quartiers Koliayoua, Rive-Gauche, Commerce et TP. Cette maison était habitée par cette dame, une veuve avec 4 enfants. Avec l'inondation, une partie de la maison est partie sous les eaux. Elle a trouvé refuge dans cette école. C'est l'eau qui est venue. De l'eau là s'est rentrée, puis toute maison là s'est tombée. Il y a tout mon habit là, tout s'est resté dedans. Il n'y a rien sorti à habit. Comme elle, plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge ici. Elles ont donc ce matin là, on était assis là jusqu'au bord de l'eau, ça a rempli seulement, puis la musique ça vient seulement.
Donc c'est ce matin-là, ces pompiers sont venus. D'ici on va rentrer dans la maison, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On n'a même pas pu faire sortir quelque chose même. Donc tout est resté dans l'eau là. Cette nuit, la trentaine de familles la passera dans des écoles primaires mises à leur disposition par les autorités. Autorités administratives et politiques sont à pied d'œuvre pour apporter assistance à cette population sinistrée. Il s'agit de messages de soutien d'abord, mais surtout de conseils en appuyant les initiatives prises par les collectivités territoriales. Il s'agit d'effets naturels, ainsi que l'a dit le représentant du conseil régional. Nous constatons depuis plus d'un mois déjà de fortes pluies qui arrosent le territoire national. Mais pour ce qui nous concerne, dans le département d'Aboasso et dans la région du Sud-Komoué, vous savez également qu'avec la présence de 2 barrages hydroélectriques, à Yamé 1 et à Yamé 2, les montées des eaux enregistrées ces derniers temps ont amené les techniciens de ces infrastructures économiques présentes dans notre région à enclencher le système d'évacuation des eaux, de sorte que les localités situées au-delà de ces barrages inévitablement reçoivent ces eaux, ce qui a conduit à l'inondation de certains quartiers au niveau de la ville d'Aboasso. Mais comme le maire l'a dit, monsieur le maire l'a dit, nous avons déjà pris des dispositions parce que les responsables des barrages hydroélectriques nous avaient déjà saisi de ce qu'éventuellement ils seraient amenés à faire évacuer des eaux à l'effet de protéger ces barrages hydroélectriques. La mairie, en collaboration avec les responsables des barrages d'Ayamé 1 et 2, avait prévenu. Mais des populations disent avoir été dépassées par l'ampleur de la montée des eaux. Présent sur le terrain également, l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique. En pareille circonstance, la sensibilisation doit être de mise en matière d'hygiène. Déjà pendant les inondations, le risque, c'est qu'on peut avoir, du fait de l'inondation, on peut avoir un risque infectieux. C'est-à-dire les maisons qui sont envahies par l'eau peuvent être infectées du fait que l'eau qui rentre dans les toilettes peut envahir les maisons avec les microbes et tout ce que ça peut engendrer comme maladie. Le risque, c'est qu'on puisse avoir des maladies diarrhéiques, on puisse avoir le choléra, on puisse avoir le paludisme du fait que les moustiques vont proliférer pendant cette période. On peut avoir la fièvre jaune du fait que les moustiques aussi vont proliférer. Et puis surtout, ce qu'on craint le plus, c'est surtout le choléra. Et vous avez vu les déchets qui pullulent à ces endroits-là. Et ces déchets sont charriés par l'eau. Donc tout ça, avec tout ce que ça contient comme vermine, ça peut être à l'origine du risque infectieux. C'est pour ça justement qu'on vient pour sensibiliser la population. Pour lui dire qu'il faut déjà que dès que les eaux vont se retirer, que la population nettoie d'abord les maisons avant de les habiter. Et c'est sur cette note que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.